Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette troisième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans l'avoir préalablement jugé. Merci encore une fois de votre fidélité. Nancy Houston nous dit ceci: souvent, la fin de l'histoire n'est pas une fin. La boucle n'est pas bouclée, du coup, le sens de l'histoire est à chercher non dans son dénouement, mais plutôt dans son déroulement, tout comme le sens de la vie. Bonne méditation en cette journée du 7 octobre 2020. Bienvenue au tribunal de l'actualité, nous sommes mercredi. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité au siège ce matin encore une fois. Geoffra Vaha, Benabouman. Bonjour à tous les deux. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci donc d'être à cette tribune pour partager votre lecture de la situation nationale et internationale en tant que juge au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. On dit également bonjour à l'équipe de réalisation, celle qui nous réalise à travers les ondes donc de Watt FM et également à travers Twitch TV. Ce matin, encore une fois, mesdames, messieurs, on porte un jugement sur l'actualité. Et l'actualité, on va s'intéresser en grande partie de l'actualité sociopolitique au niveau du Mali. Vous le savez, le Mali, c'est d'abord la levée des sanctions économiques par la CEDEAO, après la nomination du gouvernement de transition, donc portant un jugement sur la configuration du gouvernement donc de transition et également de l'acte de l'organisation communautaire. Le Mali également, vous savez, le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, qui avait été enlevé le 25 mars 2020 alors qu'il y faisait campagne à l'approche donc des élections législatives, a été remis en liberté, de même que l'otage française Sophie Pétronet. Alors, une transaction dont on dit avoir été obtenue après libération d'une centaine de djihadistes le week-end dernier et en plus d'une autre trentaine ce lundi 5 octobre. On va y porter un jugement dans ce pays, en tout cas qui est frontalier du Burkina Faso et auquel nous suivons de très près. On va parler aussi du Burkina Faso avec la présidentielle. Vous savez que l'ASLC demande aux candidats de justifier l'origine de la caution de 25 millions de francs CFA et les justificatifs doivent parvenir à l'ASLC avant la transmission de la liste provisoire des candidats au Conseil constitutionnel le 10 octobre prochain au niveau du Burkina Faso. On va y porter un jugement. Voici les deux sujets, les deux affaires enrôlées. Juste après la virgule, les avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme du tribunal de l'actualité. Benabougouma qui vient de descendre du studio de Watt FM, on va permettre à Geoffroy de commencer les avant-propos du jour. Oui, merci président. Moi j'aurais un seul avant-propos. Il va concerner le Covid-19. Il y a un rapport qui a été publié, rapport du cabinet Visum, Management Consulting, avec la participation du professeur Francine Toumi, qui est de la Fondation congolaise de la recherche médicale. Et c'est un rapport qui est intéressant. Il est intitulé 6 mois de Covid en Afrique, bilan global et pays des stratégies de lutte. C'est intéressant parce qu'il fait ressortir que pour les pays qui pour la plupart ont été souples pour ce qui est des mesures de restriction pour répondre au Covid, sont d'ailleurs ceux-là qui obtiennent les meilleurs résultats. Il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte, 6 critères, sur la question même des confinements, c'est-à-dire fermeture des frontières, isolation de certaines grandes villes ou bien de certains foyers, et aussi évidemment la question de certains commerces, et puis le rapport notamment de certaines décisions sur le PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut. Donc autant d'éléments qui ont été pris en compte, et le score part de 0 à 100, c'est-à-dire 0 pour les pires, 100 pour les meilleurs. Et quand on regarde, on se rend compte que le Burkina Faso arrive à la 11e place. On va dire, mais est-ce que c'est réduisant? Mais c'est quand même sur le continent. Le Burkina Faso qui arrive à la 11e place, et puis sur certains éléments, par exemple poids de la stratégie sur la question de l'économie, on est à 2,7, et puis quand vous prenez le score nommé normé, c'est-à-dire plus mauvais score, comme j'ai dit 0 et 100 les meilleurs, on est à en gros 99,545, ce qui est un très bon score sur les 100. Maintenant, quand vous regardez un peu dans le détail pour comprendre que les mesures qui ont été prises au Burkina ont permis d'avoir et de glaner de bons résultats, vous allez comprendre par qui on est dévancé, puisque nous sommes 11e. On est dévancé par l'Érythrée qui est le premier, 2e Seychelles, 3e Burundi, 4e Tanzanie, 5e Mozambique, 6e Ouganda, 7e République démocratique du Congo, 8e Soudan du Sud, 9e Éthiopie, 10e Bénin et puis 11e Burkina Faso. Donc
à part le Bénin, vous n'avez aucun autre pays de la sous-région. Ça veut dire que en termes de score, il faut aller encore loin derrière pour trouver un pays comme le Mali, 16e place, pour trouver la Côte d'Ivoire quelque part à la 19e place. Et l'Afrique du Sud, on connaît comment ce pays est dans des turpitudes avec un niveau élevé de taux de propagation, qui se retrouve à la dernière place. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui a été abattu pour ce qui est du Burkina Faso. Et cela peut-être tient, et je crois, de ce qu'il y a eu des autorités qui ont été impliquées, mais il y a aussi une bonne veille, notamment du citoyen lambda, qui a été très critique et très acerbe à l'endroit de certains écarts par moment. Je pense que ça, c'est très important. Même sur la question des restrictions qui avaient été voulues, on se rappelle pour Oudouoko, on se rappelle pour les commerces et tout, notamment ceux de l'économie informelle qui, par la pression, ont permis que très vite certaines restrictions soient levées. Bon, quand vous voyez, c'est que ce que dit le bilan, c'est que là où on a été trop dur dans les restrictions, on a eu moins de bons résultats. Alors que là où on a été souple, quand vous prenez par exemple le cas du Bénin, le Bénin a été des plus souples sur la question des restrictions, se disant qu'on ne peut pas, à un moment donné, demander à nos petits commerçants de rester à la maison. Il faut accepter de vivre avec la maladie, respecter les mesures barrières et puis laisser l'économie continuer. Donc ça a permis de créer un genre de résilience et les gens ont eu les moyens aussi de continuer de se soigner. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et donc, peut-être tout cela, cette conjugaison a permis à la fin, au Burkina aussi, de figurer comme bon élève pour ce qui est des 6 mois de riposte, notamment relativement au Covid-19. C'est un bon point et que je voulais faire ressortir dans cet avant-propos. C'est pas nous qui le disons, c'est Visum et c'est un travail scientifique qui a été fait sur plusieurs États du continent. Et bon, c'est se dire chapeau et puis on espère que, parce que c'est pas fini, hein, il y a d'autres pays qui connaissent maintenant de nouveaux pics et tout. Donc il faut continuer sur cette lancée-là. C'est ce qu'il fallait dire. C'est pour ça que je l'ai pris en avant-propos. D'accord. Merci à vous donc de nous avoir signalé et fait remarquer cette santé économique du continent et le positionnement donc du Burkina Faso dans ce classement. Alors, Benavougma, qu'avez-vous ce matin à nous partager? 2 avant-propos. L'autre semble un peu traverser l'actualité. Bon, c'est vrai, ce matin j'étais à l'antenne, à la radio, pour expliquer les tenants et les aboutissants de la mise en place de la structure des auditeurs. Et donc c'est déjà bouclé, donc on va passer à autre chose. Et puis bon, il y a des conditions d'accès, je pense qu'à la radio ils vont donner les informations. L'autre avant-propos, c'est par rapport au lycée scientifique qui a été créé. Et félicitations, parce que presque 60 ans d'indépendance, on n'en avait pas. C'était très difficile et il y a des génies qui sont passés à côté de la plaque, donc ils n'avaient pas ce cadre d'expression là. Et ça commence bien parce que déjà la première promotion a fait 100% au bac, et ce qui est encourageant, et qui étaient des sans domicile fixe et qui prennent des cours tantôt ici, tantôt là. Cette fois-ci, il y a un cadre pour eux. Maintenant, le délégué porte-parole qui a pris la parole au nom des élèves a posé une question: où est-ce qu'ils vont aller après le baccalauréat? Donc c'est une question également qui est importante. Question importante par rapport au débouché. C'est vrai que ceux qui ont fait série C à l'université, il y a des filières pour eux. Maintenant, comme ce sont des scientifiques, des élèves scientifiques parfois très pointueux dans certains domaines, je pense aussi qu'il faut penser aussi à cette alternative-là. C'est pas qu'il n'y a pas de filière où ces messieurs, où ces des jeunes demoiselles peuvent s'insérer, non, il y en a déjà, mais je pense qu'on peut également explorer d'autres filières porteuses dans les universités pour qu'ils puissent, je dis bien ce sont des génies comme on le dit, pour qu'ils puissent trouver, comme on appelle ça, une bonne prise en compte. Maintenant, il y a d'autres élèves qui ne sont pas en C, qui ne sont pas en A, parce qu'étant compétents dans bien d'autres domaines, que notre système éducatif aussi ne permet pas de prendre en compte, mais qui sont des génies. Mais comme ils ne sont pas brillants en mathématiques ou dans d'autres matières, on se dit que bon, ce ne sont pas des génies. Donc notre système pour le moment éducatif, je dis bien, ne permet pas de sonder les élèves pour savoir qui peut être bien guignonné dans bien tel domaine pour porter aussi haut l'étoile burkinabé. Donc je pense qu'il y a ce travail aussi à faire, c'est déjà un bon début comme je l'ai dit. Donc vivement aussi d'autres domaines et que notre système éducatif, le programme d'enseignement puisse permettre déjà de détecter des talents et pouvoir les pousser
pour que ces talents puissent mieux s'exprimer. C'est comme ça que les autres pays ont réussi. Nous n'allons pas réinventer la roue. Il faut savoir l'adapter à notre contexte et puis avancer. Le dernier avant-propos, c'est la Guinée. L'élection présidentielle, c'est pour le 18 octobre. Je dirais d'ailleurs Alpha Condé le bienheureux. Parce que dans les commentaires, les gens disent qu'il y a aussi la Guinée. Parce que tous les regards sont sur la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'il y a plus d'enjeux sur le 3e mandat d'Alassane que sur celui de la Guinée. C'est les mêmes contextes, c'est dans les mêmes conditions, parce que c'est à l'issue de la Côte d'Ivoire, c'est un référendum. La Guinée, c'est une révision constitutionnelle qui est arrivée. Donc il y a eu un coup de force il y a eu entorse au niveau de la loi. Maintenant, les regards sont plus rivés sur Abidjan, parce qu'après 10 ans de guerre, avec la crise post-électorale qui a fait 3000 morts, qui a marqué les esprits, et avec 3 grosses pentes de la vie politique ivoirienne qui se combattent depuis 1995 jusqu'à présent, avec des nouveaux venus comme Guillaume Soro, là effectivement ça cristallise les attentions, les regards, oui. Mais il y a le cas guinéen qui déjà a fermé les frontières, alors que non, c'est à quelques heures parfois des élections qu'on ferme les frontières, c'est prévu. À quelques heures, les frontières terrestres et aériennes sont fermées le temps des élections. Mais il a fermé avant. Et déjà la campagne va son plein, il ferme. Alors qu'il y a des Guinéens qui sont enrôlés en Guinée, qui doivent voter en Guinée, mais qui sont dans des pays voisins et qui doivent rentrer pour voter. Et maintenant, il y en a qui sont en attente de l'autorisation pour entrer. Comment est-ce qu'on fait? Sur 6 frontières, 6 pays frontières avec la Guinée, il y a 2 frontières qui sont fermées, Guinée-Bissau et puis le Sénégal. Pourquoi 2 sur 6? Pourquoi ces 2 pays? Et comment est-ce que ces Guinéens qui sont bloqués dans ces pays, mais qui sont enrôlés, qui y vivent et qui doivent rentrer voter, vont s'y prendre? C'est la grosse interrogation. Peut-être qu'il va rouvrir après, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. J'ai dit, c'est le 18 octobre, c'est à côté. La Côte d'Ivoire, c'est le 31 octobre. Bon, le Burkina, c'est le 22 novembre. Ça, c'est à la chaîne. Mais bon, je pense que le cas guinéen occupe moins l'actualité, alors que bon, c'est à peu près aussi dans le même contexte. Je pense que c'est pas... Ce qu'on prie Dieu, c'est que bon, les populations ne soient pas sacrifiées, qu'il n'y ait pas encore suffisamment de morts de trop pour un mandat aussi de trop en Guinée. D'accord. Merci également à vous pour cette lecture. C'est vrai que la Guinée ne fait pas partie des pays limitrophes du Burkina Faso, mais c'est une situation sociopolitique qui nous intéresse. Et en tout cas, on a les projecteurs braqués vers ce pays à quelques jours, en tout cas, de consultations électorales dans ce pays-là. On va parler aussi du Burkina Faso, puisque nous sommes aussi dans la dynamique électorale. Et vous savez que la CENI, pour ce qui concerne son actualité, c'est qu'elle a fini de réceptionner les dossiers de candidature pour les élections présidentielles à venir. Et je crois même savoir qu'il y a eu une séance de travail avec les différents candidats pour donner une suite, en tout cas, aux dossiers qui ont été soumis à son appréciation préalable avant que ceci soit en tout cas transmis au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, on a eu un communiqué donc émanant de la CENI qui dit ceci: suite à une interpellation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC, en ce 5 octobre 2020, la CENI rappelle à mesdames et messieurs les candidats à la fonction du président du Faso qu'ils sont tenus de justifier l'origine et les modalités de mobilisation de la caution de 25 millions de francs CFA et les justificatifs doivent parvenir à l'ASELC avant la transmission de la liste provisoire des candidats au Conseil constitutionnel le 10 octobre 2020. Alors c'est succinctement ce que dit le communiqué donc de la CENI. Auparavant, on a vu une autre sortie de la CENI qui lui avait été en tout cas attribuée, qui laissait succinctement savoir que ce que demande l'ASELC n'est pas dans les dispositions de la loi électorale, c'est pas une des pièces constitutives, donc c'est à l'ASELC d'écrire directement aux candidats pour leur demander de justifier plutôt que donc de s'adresser de cette façon-là à la CENI. Alors Bernard, tout de suite, quelle est votre appréciation de la sortie des 2 institutions? À d'abord l'ASELC qui veut savoir l'origine de 25 millions en termes de caution, et également la CENI qui lui a renvoyé en tout cas la balle pour dire ce n'est pas de mon ressort, même si bon, vers la fin on voit que ça a été reconsidéré. Oui, mais c'est effectivement la SELC qui est dans son rôle de pouvoir demander que les uns et les autres puissent justifier l'origine des sous. Cela participe aussi de la garantie de la transparence et tout. Comment est-ce que vous avez eu les sous? Comment est-ce que vous les avez obtenus? Ailleurs, c'est plus sérieux, c'est plus rigoureux. Pour ce qui concerne toute la campagne, tout ce que vous allez faire comme dépense, c'est scruté à la loupe. Donc, il y en a qui se sont fait sérieusement épingler et qui ont eu des problèmes après. Donc, il y a cette réalité-là qui est là. Donc, on a également la SELC qui n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire son travail.
Voilà. Parce que quand les uns et les autres ne font pas leur déclaration des biens et des patrimoines quand ils accèdent aux responsabilités, les piqûres de rappel sont administrées par la SELC. Et donc, et après aussi, qui doit pouvoir après vérifier la sincérité de vos déclarations. La sincérité de la déclaration passe par le fait de dire, si vous dites que vous avez un bâtiment situé à tel endroit d'une valeur de 20 millions, que la SELC se rassure que le bâtiment n'a pas 40 millions et que vous avez dit c'est 20 millions. Mais pour pouvoir le faire, il faudra des techniciens du domaine qu'on doit payer pour pouvoir faire ce travail-là et dire que vous avez fait une vraie ou fausse déclaration. Ensuite, si vous avez dissimulé des biens, il faudra, la SELC devrait pouvoir avoir les moyens pour pouvoir le faire. Alors que là, c'est un gendarme limité qui n'a pas suffisamment de menottes ou de matériel ou de pour aller effectivement faire ce travail. Donc c'est l'une des limites. Mais il y a beaucoup de commentaires et ça part dans tous les sens. Il y en a qui disent la SELC, ce n'est pas son rôle de valider ou de valider les candidatures. Je pense que ce n'est pas forcément en vue d'invalider ou de valider. C'est pour enclencher naturellement peut-être comment on appelle ça, le mécanisme qui va avec. Si c'est douteux, bon, il y a des mécanismes juridiques et autres qui peuvent être effectivement, comment on appelle ça, être mis en branle. Si la SELC n'est pas qualifiée pour invalider votre candidature, le Conseil constitutionnel est qualifié effectivement pour le faire, mais ça n'empêchera pas que peut-être une procédure judiciaire soit mise en branle, en bonne et due forme pour situer clairement les responsabilités pour que les uns et les autres puissent venir répondre. Ça peut être, si vous avez réussi à vous faire élire dans ces conditions, à la fin de votre mandat, vous pouvez peut-être venir répondre. Donc, parce que si vous êtes élu, vous avez l'humilité. Maintenant, si vous n'avez pas été élu, vous avez aussi le temps de venir répondre. Donc, je pense que la transparence doit être au départ et à l'arrivée. Donc, maintenant, bon, j'ai dit c'est diversement apprécié. Est-ce que quand vous évoquez les difficultés donc des ressources au niveau de la SELC, est-ce que ça sied ici parce que le code électoral a été modifié par 2 fois récemment, agit dans le sens à prendre en compte comme pièce exigeante, exigée par, en tout cas, le code aux candidats. Et ça ne demande pas véritablement des ressources financières particulières. Non, ça ne demande pas de ressources financières, mais il y a un dispositif légal. Vous voyez, la dernière fois, nous avons parlé du quitus fiscal, donc, qui ne fait pas partie des pièces, alors que c'est une pièce fondamentale de mon point de vue. Quelqu'un qui n'est pas à jour de sa taxe de résidence, qui veut diriger un pays ou une commune donnée, sans avoir fait la preuve d'ailleurs qu'il y réside. Donc, il y a un problème. Mais ça, c'est le dispositif légal qui doit régler cela. Maintenant, j'ai dit la SELC n'a pas de moyens suffisamment pour le contrôle terrain. C'est 2 choses différentes. Maintenant, le mécanisme légal, le dispositif légal également ne facilite pas la tâche à un certain niveau. Si dans le dispositif légal, vous devez dûment justifier, je pense qu'on n'en serait pas là. Un candidat qui reçoit 25 millions cotisés par ses militants, ou par la jeunesse, ou par les femmes de son parti, ou par les anciens de son parti, à qui on demande de vérifier et de justifier, ce n'est pas le seul qui va justifier. Parce que s'il dit que ce sont les militants qui ont cotisé, il va falloir maintenant qu'on passe à la loupe les militants. Ça, c'est un travail fastidieux, président. J'ai reçu, au cours d'une cérémonie officielle, 25 millions liquides, des liasses liquides, donc physiques, qui m'ont été remis par des militants de mon parti politique et je suis venu déposer ça comme caution. Ce n'est pas sorti de ma poche. Ah, ce sont vos militants. Ok. Qui sont ces militants? Vous allez pouvoir fournir, ça veut dire maintenant, ça vous demande de pouvoir fournir la liste de tous les militants qui ont donné. Et en principe, le contrôle devrait pouvoir aller jusqu'à scruter pour voir comment est-ce que ce militant aussi a obtenu ses sous, la présidente. Donc, et là, j'ai dit bien, ça demande des moyens. Donc il ne suffit pas que le président du parti dise ce sont mes militants qui m'ont donné et puis qu'on puisse arrêter là. Peut-être que parmi les rangs de ces militants, il y a des indélicats. Donc c'est pourquoi j'ai dit, et là ça demande maintenant un autre niveau de travail. La SELC contacte le militant en question, fouille dans ses activités et doit pouvoir remonter jusqu'à un certain niveau. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, ça maintenant ça demande des moyens. La bonne foi d'un candidat que c'est un donateur, la bonne foi d'un candidat que c'est mon beau-frère qui m'a donné les 25 millions. La bonne foi d'un candidat, que c'est une personne de bonne volonté qui a financé et qui a requis l'anonymat, ne va pas suffire. Qui est cette personne de bonne volonté? De quoi elle vit? Là, ce sont des questions fondamentales qui vont demander maintenant un approfondissement. Et là, les questions de moyens doivent pouvoir se mettre en branle, sinon ça ne va pas être
ça ne va pas être facile. L'ensemble des candidats, surtout ceux qui sont dans les partis politiques, il y a des partis au Burkina qui ne manquent pas de militants qui peuvent à eux seuls donner les 25 millions. Tout comme il y en a qui ne manquent pas de dire je peux réunir 25 personnes qui sont capables de me donner 1 million. Maintenant, comment on fait le contrôle sur toutes ces personnes contributives? Ça demande des moyens, président. Je crois que c'est assez inédit quand même que l'origine de la caution soit demandée aux candidats qui postulent pour la présidentielle, la fonction de président du FASO, et qui intervient aussi à un contexte où certains candidats estiment que ce n'est pas opportun de leur exiger justement une certaine caution à ce montant précis de 25 millions. Quelle est votre appréciation? Bon, là, pour moi, c'est deux questions peut-être différentes. Sur la question de... La caution est en question. Oui, la caution... Non, pour moi, c'est deux questions différentes. Il y a la question de la caution, qui pour certains est un élément qui, à la fin, discrimine. Et il y a aussi la question de montrer patte blanche sur là où est-ce qu'on a eu son argent pour venir payer la caution. Pour moi, ça, c'est deux choses qui sont bien différentes. Il y a les uns qui pensent que la caution doit purement et simplement être annulée. Et puis, il y a la SELC qui dit qu'on doit savoir d'où vient votre caution. Pour moi, c'est-à-dire là, on n'est pas dans le débat sur le bien fondé d'une caution. Donc voilà pourquoi je dis que ça devient deux questions bien différentes. Je pense que la première, on l'avait déjà élaguée ici au tribunal, parce que c'est des points de vue qui peuvent en tout cas se défendre selon. Tout comme il y a un jeune de 29 ans qui a trouvé aussi que la limite d'âge, c'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, est aussi un facteur qui exclut. Donc il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on pourrait revenir. Maintenant, lorsque la SELC dit les 25 millions, vous devrez justifier d'où ça vient. Pour moi, il y a beaucoup de choses aussi il faut bien regarder là-dedans et les impacts que cela pourrait avoir. Est-ce que déjà c'est mauvais? Je ne pense pas. Parce que pour celui qui prétend vouloir gérer ce pays-là, il doit être à l'aise sur un certain nombre d'éléments. S'il paie une caution de 25 millions, qu'on lui dise d'où ça vient, il ne devrait pas faire la fine bouche pour montrer qu'il n'y a pas de souci. Pour moi, ça ne devrait pas souffrir de débat. Maintenant, le problème c'est que on est dans une zone qui est celle de la sphère politique où tout peut à un moment donné être interprété ou avoir des implications. Donc il faut être quelquefois prudent, ou ça peut jouer pour ou contre quelqu'un. Il y a des gens qui ont dit, et ça on le voit un peu partout, c'est les femmes qui ont cotisé pour moi, c'est des jeunes qui ont cotisé pour moi, c'est ceci. Quelquefois, c'est un marketing politique, c'est un habillage politique. Maintenant, quand après, il s'avère peut-être qu'en fait, c'est un jeu d'entourloupe pour un marketing purement politique, ça devient un peu compliqué. Vous avez déposé vos 25 millions, peut-être vous ne l'avez pas volé. Mais ce que vous avez dit à tout le monde n'est pas d'où ça vient. Exactement. Vous comprenez un peu de ça change la stratégie politique. Ça change la stratégie politique. Et lorsque ça se saura, on vous traitera de menteur. Bien vrai que vous n'ayez pas cassé une banque pour venir le faire, on vous dit, ça sortira par après et ça vous salira pendant la campagne. Quoique, c'est vous qui l'auriez cherché, d'une façon ou d'une autre. Mais je dis ça pourquoi? Il y a aussi peut-être la question du timing. Je ne sais pas, Bernard, vous allez me contredire. Moi, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que la CENI fasse sa réponse et qu'on ait la publication. Donc, ceux qui cherchaient leurs 25 millions et qui ne savaient pas qu'il fallait les justifier. Et justement, c'est pour cela que certains estiment que la GLC joue les doubles fêtes, parce qu'elle devrait laisser les candidats vaquer à déjà être concentrés pour la campagne à venir plutôt qu'à les stresser pour des questions d'origine de fonds. Et si je lis bien, je pense que dans le timing, jusqu'au 10, c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'au 10, c'est bien ça, c'est-à-dire date de la proclamation provisoire des candidats à la CENI. Ils ont c'est comme si ça va impacter, c'est comme si ça entrait dans le processus. Pas de désignation, pas d'acceptation, de validation d'un candidat ou quoi, mais c'est presque quelque chose qui vient se greffer. C'est ce qui fait que ça dérange un peu. Maintenant, qu'est-ce que la SELC va faire après?
la candidature a été validée parce que ce qui est demandé dans le code électoral, c'est venu déposer une quittance qui prouve que vous avez déposé la caution de 25 millions. Maintenant, si par après, on vient vous dire que là où vous avez trouvé les 25 millions, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fera? Ça ne sera peut-être que un autre débat dans le débat pendant la campagne que d'autres acteurs pourront utiliser contre vous, ou bien ça sera quoi? Qu'est-ce que ça sera à la fin? Ça aurait été intéressant qu'en amont, on ait déjà ce débat depuis. Maintenant, quand vous faites des innovations pendant le match, c'est de ça qu'il est en train de s'agir ici. Pas que ce soit mauvais, mais quand vous faites des innovations pendant le match, il y a toujours, et je dis encore, on est dans un domaine qui est celui politique, où tout peut être utilisé d'une façon ou d'une autre pour ou contre quelqu'un. Donc, même si vous êtes animé de bonne foi, à un moment donné, ça peut être interprété d'une certaine façon. Et puis, je suis d'accord peut-être avec la posture de la CENI au départ, puisque ce n'est pas dans le code. Et bon, ce n'est pas dans le code électoral. Ce n'est pas dans le code électoral. Nous, on s'en tient à ce qui y est. Donc, si vous êtes dans votre rôle de savoir d'où vient l'argent, lorsqu'on est arrivé à une certaine somme et sur le plan officiel que cela soit posé, ça c'est votre rôle, mais allez le voir avec les acteurs eux-mêmes. Directement. Parce que là, on est en train de le greffer presque au processus. Je dis, c'est pas méchant. Parce que si vous voulez être président, il faudrait que vous soyez quand même à l'aise pour nous dire que les 25 millions, il n'y a pas de souci. Si ça encore, il y a un problème, c'est que vous allez partir raconter quoi dans les hameaux du Burkina Faso? Si sur ces petites choses-là, vous mentez. Oui, mais sur la sortie de la SELC, est-ce que ce n'est pas une sortie qui risque de fragiliser l'institution quand on sait que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas greffé au processus et que visiblement des acteurs vont passer à être à la validation au niveau du Conseil supérieur sans forcément, Conseil constitutionnel sans forcément avoir la preuve donc de l'origine de leur caution. Et finalement, c'est la SELC qui va se retrouver à courir derrière des personnes qui finalement ne la regardent pas ou la considèrent pas. Non, ça sera peut-être un acteur qui, pour moi, pourra jouer les troupes faites pendant la campagne. Puisque, je pense que, je reviens encore sur la question du code. Vous avez payé votre caution, vous remplissez un certain nombre de critères, vous pouvez passer comme candidat. Une fois que c'est validé et qu'on vous dise que les 25 millions où vous avez déclaré les avoir eus, ou bien qu'il y a des problèmes pour pouvoir les justifier, qu'est-ce qu'on fait? Pendant que vous êtes en campagne, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ça dit que pendant que vous faites campagne, vous êtes en train de vous justifier sur d'autres éléments. Il y a un problème. Et dans ce cas de figure, il y a donc un organe qui, en même temps, dans sa logique de suite, pourra impacter d'une façon ou d'une autre. C'est un peu cela mon problème. Maintenant, si c'était fait un peu en amont, on aurait pu comprendre un certain nombre d'éléments, les acteurs en auraient été avertis. Mais je pense aussi que pour moi, il y a une question de comment dire cela. Il y a un principe qui est intéressant dans ce que tente ici la SELC. J'ai dit, peut-être qu'aujourd'hui, la question du timing peut poser problème. Mais, parce qu'ils sont informés alors qu'ils ont déjà pour certains déposé et eu l'argent là où ils devraient pouvoir l'avoir. Mais c'est pas ça seulement le problème. On a eu des élections qui c'est pas les premières élections qu'on a dans ce pays-là. On sait que pour la question du financement, moi je quitte la question de 25 millions seulement, c'est même si ça rentre dedans. La question du financement des campagnes ici, si ce n'est la partie publique, c'est-à-dire que le financement public aux partis politiques, le reste n'est pas régulé. Pour ce qui est du financement privé, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas à identifier si c'est une personne physique ou morale qui vient donner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est ça la vérité lors de nos élections. Si on veut être sérieux avec nous-mêmes pour dire qu'on veut bien voir où l'argent quitte, parce qu'on a envie de bien savoir ce qui est en train de se tramer pendant ces élections, parce qu'il y a des moments, il y a des risques de collusion, il y a plein d'autres choses. On a vu les affaires, c'était au Bénin, on a vu les affaires Eboumaf et Zinsou. Pensez que Zinsou serait passé et Eboumaf aurait eu du mal à avoir des marchés là-bas. C'est une réalité. On a quelqu'un comme Sarkozy qui était encore en train d'être entendu, c'était aujourd'hui ou hier, sur les révélations d'avril 2012, Mediapart, 50 millions de financement libyen. Voilà, de financement libyen. Parce que là-bas, c'est regardé. On ne vient pas en présidentielle et on prend de l'argent où on veut pour venir battre campagne parce qu'ils savent que l'argent impacte fortement les votes.
Donc ça, c'est pensé et c'est régulier. Chez nous, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est pas le moment aussi de commencer à réfléchir et à penser ces choses-là? C'est vrai, dire que vous prenez les 25 millions et venir déposer pour faire acte de candidature, c'est bien beau. Et même pour la question du financement public. Combien de partis politiques, quand ils finissent les campagnes, quand ils ont perdu ou bien quand ils ont gagné, viennent se justifier au niveau de la Cour des comptes? Et puis combien ont été, alors qu'on sait qu'il y a une obligation quand même, parce que c'est l'argent du contribuable, de venir justifier comment est-ce que vous les avez utilisés pendant la campagne? Combien s'en préoccupent? Et puis combien sont inquiétés après pour ne l'avoir pas fait? Donc je dis, dans ce qui est en train d'être fait, il y a une logique qui est intéressante. Pour moi, ça peut être le prétexte pour pouvoir commencer à réfléchir bien. Parce que nous avons suivi les élections dans ce Burkina Faso, on a pratiqué les hameaux du Burkina avec les partis politiques. Moi, j'ai travaillé sur un documentaire dans lequel on avait plusieurs équipes qui ont suivi les partis politiques. Je vous assure, l'argent pèse pour beaucoup. Donc, si l'argent doit être le principe qui ferait la stratification des résultats, il y a un problème. Si on veut être courageux pour parler de l'argent dans la campagne, il faut être assez courageux pour aller plus loin que ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc en définitive, cette sortie de la SLC, elle est bien à propos. C'est le timing qui pose problème véritable. Il y a un petit problème de timing. Maintenant, je dis la deuxième chose, c'est que si on veut être honnête avec soi-même pour parler de l'argent pendant la campagne, il faut aller plus loin que demander au candidat de venir justifier 25 millions. Il faut dire comment est-ce que mener la réflexion pour que l'argent ne soit pas le principal élément qui fasse la différence à la fin, même si on sait que d'une façon ou d'une autre ça sera un peu l'argent, mais que le poids soit un peu amoindri et que les choses soient un peu encadrées. À la fin, vous avez des gens qui sont élus et qui le doivent à un quota de personnalités morales qui représentent des groupes d'intérêt. Et je continue pour dire, des fois même le financement privé, il vient même pas forcément de nos nationaux. Il vient d'ailleurs. Et après, le gars, quand il est élu, il est redevable. C'est des collisions qui se sont créées, c'est des marchés qui se sont donnés, c'est des retours de l'ascenseur. Si on veut commencer à regarder dedans, je dis, c'est bien, soyons plus courageux que cela. Ben, peut-être pour sortir de ce sujet, cette sortie de la SLC a fait exhumer aussi certaines questions, parce que certains estiment que depuis qu'elle a été opérationnalisée sous la transition, à la suite il y a eu une élection en 2015, et aussi pendant cette élection-là, il avait été aussi question d'un parti, sinon d'un candidat qui avait le financement étranger à hauteur de milliards de francs CFA. À ce jour, on n'est pas très situé sur cette question-là, et c'est aussi la question que Geoffroy évoque, la question de la limitation des moyens mis pour les consultations, sinon le processus électoral. Votre appréciation? Non, là effectivement il y a une limite par rapport aux dépenses pendant la campagne. Il y en a qui demandent à corps et à cri le plafonnement des dépenses. Il y a déjà un pas qui a été fait avec les gadgets. C'est déjà un pas significatif avec les gadgets. Mais la parade, c'est les couleurs qui ont été trouvées. Maintenant, il y a l'autre étape, c'est comment on appelle ça, le plafonnement des dépenses. Il y en a qui demandent de plafonner les dépenses. D'autres demandent de justifier les origines des sous. Là, je pense que le CENTIF peut véritablement contribuer par rapport à ces contrôles-là. Effectivement, il y a eu l'affaire de cet argent venu d'ailleurs, et les conditions de comment est-ce que ces sous sont arrivés après ont été expliquées. Effectivement, il y a de l'argent étranger. Mais 2015, j'ai suivi ces choses-là de près. Mais le parti au pouvoir actuellement n'est pas le seul parti qui a reçu du financement de l'étranger. Ça, c'est formel. Il y a deux autres partis qui ont reçu des présidences. Puisque vous avez cité le parti, puisque vous avez cité le parti, vous avez dit le parti au pouvoir. Je suis d'accord. Vous êtes bien tenu de dire les autres. Le parti au pouvoir, vous êtes tenu de citer les autres. Les deux autres. Je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Je n'ai pas fini mon argumentaire. Il faut me sauter là-dessus. Je n'ai même pas fini mon argumentaire. Il faut me sauter là-dessus. Je parle du parti au pouvoir parce que ça a été même l'objet d'un article publié par le dossier, c'est vrai ou faux, qui mettait en cause la présidence du Niger. Et c'est moi qui ai cité le parti au pouvoir. Je n'ai pas fini mon argumentaire. C'est une affaire publique. C'est une affaire qui est rendue publique. Donc, c'est pourquoi on l'a même traité ici, au tribunal de l'actualité. Donc, c'est pas nouveau. Le milliard du Mamadou Issoufou. Voilà, oui, justement. Donc, ça, c'est pas moi qui ai cité le parti au pouvoir. C'est un journal d'investigation. Je me table maintenant sur, comment on appelle ça, sur cet article-là. Et donc, maintenant, le circuit de contrôle de ces sous, non seulement on n'a pas le mécanisme, ce n'est pas permis, la loi pour le moment ne permet pas de regarder clairement pour dire les choses, il y a une faiblesse qui est là. Donc les uns et les autres ne justifient pas l'origine des sous. Ce que vous justifiez,
c'est les sous reçus par l'État, que l'État burkinabé vous donne. C'est la subvention de l'État. Vous présentez vos pièces pour être remboursé et tout, ou bien pour bénéficier de la subvention. L'ADF RDA n'a pas pu bénéficier parce qu'à un moment donné, après les élections de 2015-2016, l'ADF a eu des problèmes pour justifier et la première cagnotte n'avait pas bénéficié. Avant cela, il y a eu une année du temps où Clément était ministre de l'administration du territoire. Le CDP, je crois que c'est à l'élection de 2010, n'avait pas remis son rapport à temps au niveau de la Cour des comptes, mais il a été payé. Là aussi, ça avait été rendu public par les médias. Donc, il y a des indélicatesses qui sont là, il y a une faiblesse légale qui est là, mais ce qu'on vous demande de justifier, c'est ce que l'État vous a donné. Pour les autres cas, on n'en parle pas. Alors que ça, il faut également aller jusqu'à ce niveau-là. Mais j'ai dit, il y a un effort à faire. L'une des faiblesses de ce qui arrive actuellement au niveau de la CELC, c'est que ça arrivait en retard. Le timing. C'était d'abord des tirs de sommation qu'il fallait donner aux différents candidats pour dire que l'origine des sous devrait d'abord être justifiée pour garantir la transparence au début, pour que vous ne puissiez pas venir après, on se rend compte que vous avez pris des sous indus pour venir et après on vérifie. Mais ça c'est venu, j'ai dit ça vient en retard, mais ça permet aussi de lancer le débat par rapport à la garantie de la transparence qu'il faut avoir. On attendra de voir qui sont ces candidats qui vont s'exécuter suite à ce qu'on pourrait qualifier de mise en demeure donc de la SELC pour cette caution-là. Merci déjà d'avoir donné votre lecture. C'était un sujet qu'on n'a pas voulu traiter véritablement en longueur, on va dire. On va maintenant parler du Mali et vous savez que l'organisation ouest-africaine a décidé donc de la levée des sanctions qui pesaient donc sur le Mali au lendemain de la formation du nouveau gouvernement de transition, et celui-ci d'ailleurs qui est composé de militaires qui y tiennent plusieurs postes clés, des membres du groupe armé, des technocrates et quelques personnalités issues aussi du M5. On va apporter un jugement sur cette configuration et aussi la décision, l'acte de levée des sanctions de la CEDEAO. Déjà, on commence par peut-être Geoffroy Baha. La configuration, qu'est-ce que cela vous inspire? On a des militaires qui restent, qui sont à des postes clés. Quelle est votre appréciation? Non, je pense que ce que nous disions ici déjà, en analysant la question malienne et la mainmise et l'emprise du CNSP sur tout ce qui est expression du pouvoir, est en train de se confirmer. Il y a des militaires qui n'ont pas du tout confiance aux civils. Et ça, c'est une réalité. Ils ont tout fait pour maintenir le maximum, notamment avec un président ancien militaire, avec un vice-président militaire, avec des postes clés, même s'il y a un premier ministre qui est ancien ministre des Affaires étrangères qui a été rappelé. Mais vous voyez que les postes clés, je suis convaincu que le Premier ministre n'a pas eu assez de latitude. C'est revenu encore aux membres du CNSP. Vous prenez la question de la défense, la question de la sécurité, la question de l'administration territoriale, qui sont des éléments... Et de la réconciliation nationale, vous avez un chat dans la gorge. On va permettre à Bernard, on voit véritablement qu'il y a 4 officiers de l'armée, dont 3 qui viennent directement du CNSP. Véritablement, les militaires ont pu garder ce qui leur revenait en tout cas, ce qui leur tenait à cœur, on va dire. Ben, c'était prévisible, c'était prévisible parce que si ces militaires avaient l'opportunité de garder le pouvoir, ils l'auraient fait sans sourciller. Je pense aussi ce qui était dans leur tête quand ils ont aidé Ibeka à descendre. Maintenant c'était difficile. J'avais dit que la logique c'est quand vous prenez le pouvoir que vous l'assumez, sauf que la donne a changé parce que la période où vous faites le coup d'état, vous assumez totalement les pleins pouvoirs pendant la durée que vous vous imposez vous-même, et cette situation est révolue. Il y en a qui sont au pouvoir aujourd'hui en Afrique issus de coups d'état et qui ont réussi à conserver depuis de longues dates et qui sont toujours assis aux commandes. Donc c'est vrai que cette génération est en train de finir, mais bon, il y a eu ces cas-là. Donc c'était difficile déjà pour eux. Maintenant, quand on a regardé la charte, c'est sûr que ça a été clairement dit, ça a même été dit, des organes de la transition, président, vice-président qui doit être militaire, premier ministre et civil, composition du gouvernement civil et militaire, composition de l'organe législatif de la transition civile et militaire. Et donc, c'est clair que la formule civilo-militaire avait été retenue
au niveau de la charte. Et ça ne posait pas aussi problème à la CEDEAO. Maintenant, c'est au niveau des têtes que la CEDEAO voulait que ce soit seulement des civils. Là, la parade a été trouvée. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas des soldats qu'il faut sous-estimer. Donc, contrairement à ce que certains pensent, ces gens-là ne savent pas que manipuler les armes ou commander des hommes. Et ils savent également se trouver une habileté politique. Regardez comment est-ce que le président a été trouvé. Dites-moi si c'est un militaire ou c'est un civil. Personne même ne peut dire s'il est civil ou militaire. Lui-même, il est civilo-militaire en même temps. Lui seul d'abord. Vraiment, c'est une transition civilo-militaire. Ensuite, vous avez un vice-président qui est un militaire bon teint. Mais pour regarder les collaborateurs, les directeurs de cabinet, les SG, parce qu'il y a ces nominations aussi qui vont venir. Donc, il quitte la scène pour mieux rester. Donc, il change de positionnement, mais ça permet de toujours conserver l'essence du pouvoir. Vous regardez que les ministères régaliens leur reviennent. Donc, ça dit, il y a une dose de mûrissement politique aussi qui est là et qui savent à quel jeu, effectivement, ils jouent. Je ne suis pas étonné de cette composition. Pas du tout, parce que les choses étaient clairement annoncées. Il y en a qui estiment d'ailleurs que c'est tant mieux, parce que si la sécurité, la défense ou l'administration du territoire devait revenir à la civile, c'est pas qu'ils ne sont pas compétents, mais en ce temps qui court, c'est bon à prendre véritablement. C'est déjà bon à prendre sur le plan de la communication, parce que ça rassure déjà de savoir que c'est des militaires qui vont y être. Certains ont pris part au combat, certains ont commandé, certains également ont fait la preuve, d'autres viennent de t'instruire ailleurs et tout. Donc déjà sur le plan de la communication et du message qu'on envoie, ça rassure de dire que c'est un militaire. Donc il y a déjà un bon point qui est déjà donné. Donc il y a cette assurance-là qui est donnée à la prise de fonction qui est déjà bien. Donc c'est un bon signal déjà. Maintenant la suite va déterminer tout ce qu'on va avoir comme qualité de travail, comme stratégie à bâtir. Ça maintenant c'est à l'arrivée. Mais déjà dire que c'est un militaire qui a la défense, qui a la sécurité, je dis il y a cette assurance déjà qui donne, qui renforce la confiance au niveau des populations. Et donc, et même les Maliens, c'est parce qu'il y a eu la pression extérieure. Et puis, les hommes politiques qui parfois disent une chose à 6h et à 18h disent autre chose. Sinon, même le M5 avait dit que ce n'était pas un problème pour lui si le président était un militaire ou un Malien, ou un civil. L'essentiel, militaire ou civil, ce sont des fils du Mali. Le M5 l'avait dit avant de se débiner, parce que l'essence sous-régionale ne veut pas. Et puis, il y a des présidents actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui craignent une démission assistée ou bien qui craignent d'être renversés et qui en ont fait un problème personnel et qui ne veulent même pas avoir un vice-président militaire parce qu'ils en ont fait un problème personnel. Ils se disent que si on laisse passer, est-ce que ça ne va pas venir chez moi? Donc l'effet de dissuasion pour que le coup d'État ne prospère pas, pour certains, c'est un problème personnel. Alors que dans le cas du Burkina, il y en a qui avaient pris fait et cause pour comment on appelle ça, les putschistes, et qui étaient prêts à ce qu'il y ait effectivement ce genre d'arrangement. Mais là, au Mali, on n'a pas vu la même fermeté de ces personnes-là. Donc il y a également cette réalité à prendre effectivement en compte. D'accord. Geoffroy, autre fait marquant, c'est l'entrée dans ce gouvernement de transition des membres du groupe armé, donc notamment le mouvement de l'Azawad, donc qui bénéficie de deux ministères, la jeunesse et l'agriculture. Quelle est votre appréciation? Oui, c'est Moussa Tahayer, voilà, qui devient donc ministre de la jeunesse, voilà. Mais il y a aussi, il faut se dire la vérité, un Mali qui a envie de réunir vraiment tous ses fils. Parce que n'oublions pas aussi que dans cette crise-là, il y a eu aussi à un moment donné l'expression de l'élan indépendantiste, de territoire et tout. Hormis la question du terrorisme pur et dur, qui est celui d'un fondamentalisme religieux voulu par certains ou présenté par certains. Donc, il est pour le Malien, certains fils qui sont récupérables, on dira comme ça, dont l'expression de revendication peut être discutable, peut être discutée plutôt, peut être discutée. Et à ceux-là, je pense que ça a été l'occasion de tendre la main pour se dire, venez ensemble, on va essayer quelque chose. Je pense que c'est ce qui fait qu'on a des mouvements comme ceux de la Zawad, auxquels la perche a été tendue. Maintenant,
ils font partie du gouvernement. On verra, ça dit que ça a toute l'allure d'un gouvernement d'union nationale, ce qu'on est en train de voir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on prend toutes les sensibilités, on prend tous les groupes d'intérêt et on essaie de faire une sauce. Maintenant, il va falloir goûter et voir ce que ça va donner. Mais au moins, c'est que ça sera difficile de dire qu'on a été exclu. Et lorsqu'il sera question de certains traités, d'Alger et tout, qui vont être discutés, vous y êtes. Vous faites partie du gouvernement. Donc ça, la chose devient un peu plus différente maintenant. Je pense que ça, c'est un savant mélange quand même que les Maliens ont pu trouver. Mais je dis encore qu'il y a... Peut-être que Bernard il dit que c'est des militaires et tout, mais il y a le militaire qui s'est tout accaparé. Bernard parlait de la question de la sécurité. C'est logique. Vous parlez de la question du dialogue social. C'est prépondérant dans la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui. Je pense que c'est Wagué, mais c'est Wagué comme on l'appelle, voilà, qui occupe ce portefeuille-là. Mais l'administration territoriale, ça c'est un militaire. Alors que tant qu'ils n'ont pas encore changé les textes au Mali, c'est ce ministère qui organise les élections. Vous comprenez? Donc, en tout cas, ils ont récupéré ce qu'ils voulaient récupérer. Mais je pense que aussi le Malien n'est plus au stade de savoir militaire ou pas militaire. Il veut l'avancer. Je crois aussi que c'est ça qui est important et c'est peut-être ce que la CEDEAO a eu à accepter en définitive. Parce que quand vous regardez en toile de fond, ce que la CEDEAO a pu obtenir, c'est un premier ministre civil. C'est vraiment ce que la CEDEAO a pu obtenir. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'elle a pu quand même obtenir le retrait des dispositions qui permettraient donc au vice-président de remplacer le président de la transition en cas de truc. Non, c'est que attention, je dis encore que au serment, il avait été dit que le vice-président pouvait remplacer le président en cas de force majeure. Maintenant, il y a la publication de la charte au journal officiel qui ne dit pas ça, mais qui n'interdit pas ça. Donc faisons attention. Dans l'interprétation de la CEDEAO, c'est une disposition qui a été retirée, il faut bien le préciser. Oui, mais bon, on vous dit qu'en cas de force majeure, vous pouvez remplacer le président, alors que la CEDEAO dit qu'il ne devrait en aucun cas pouvoir remplacer le président. Mais c'est pas dit. Donc, il y a les champs des possibles qui demeurent. Bernard, il n'y a pas erreur de lecture, parce que là, la charte qui a été publiée au journal officiel, ça clairement stipule que le vice-président n'a pas de pouvoir, les prérogatives de remplacer le président de transition. En tout cas, c'est ce que la CEDEAO a demandé et elle a dit que c'est des dispositions qui ont été prises en compte. Voilà. Et donc, elle lève les sanctions. Et donc, j'avoue, je n'ai pas lu comment on appelle ça, cette disposition particulière. La dernière version, je ne l'ai pas eue. Publié dans le journal officiel, donc je me garde de me prononcer là-dessus en bonne et due forme, de façon chose. Maintenant, ce qu'il y a, on attend maintenant la désignation du président qui va conduire l'organe législatif, donc le Conseil national, ceux qui vont s'occuper de légiférer, pour savoir, parce que là aussi ça doit être un civil. Voilà. Donc là, maintenant, parmi les vice-présidents, est-ce qu'on aura encore des militaires? Là aussi c'est fort probable. C'est fort probable qu'on ait des militaires parmi les vice-présidents. Donc, alors, on va aller rapidement. Donc, les sanctions qui ont été levées par la CEDEAO, et pendant ce temps, on n'a pas encore la dissolution du CNSP, qui était aussi une des exigences, on va dire, et aussi la libération des officiers militaires qui avaient été arrêtés. Est-ce que après cette levée, après la mise en branle du gouvernement de transition, est-ce que la CEDEAO pourrait être encore pesée dans ce dialogue malien? C'est des choses qui vont aller progressivement, parce que il y a des prérogatives qui sont dévolues à un gouvernement. Il y a des prérogatives qui sont dévolues à un parlement. Donc, si tous les organes ne sont pas encore enclenchés, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas effectivement être mises en place. Mais dès lors qu'on a un gouvernement, le CNSP ne va plus servir à quoi que ce soit. Parce que c'est l'organe politique qui gérait effectivement les affaires courantes, comme on le dit. Mais si le gouvernement s'enclenche, naturellement, ça va s'auto-dissoudre parce que ça risque de faire doublon. Et c'est comme, je ne pense pas que les Maliens vont faire comme les Burkinabés, où vous avez la cellule militaire qui était logée au niveau du Conseil économique et social, qui n'a jamais disparu jusqu'à la fin de la transition. Et il y a beaucoup d'ailleurs qui ne savaient pas l'existence de ce cabinet militaire au niveau du Burkina, mais qui pilotait un certain nombre de choses qui échappaient
au gouvernement et au Parlement de la transition. Et quand vous voulez parler, on vous dit il fallait ce cabinet militaire, et c'est ce cabinet militaire qui a pu anticiper sur telle crise, qui a pu anticiper sur tel coup d'État, qui a pu. Alors, est-ce que le CNSP va garder son nom ou bien va disparaître autrement? C'est-à-dire qu'on n'entend plus parler, c'est dissous, mais l'aile militaire, qui peut être l'équivalent du cabinet militaire au Burkina, va continuer. Ça, c'est une question qui reste posée. Mais pour un Mali qui a une crise sécuritaire, donc une crise liée au terrorisme et une crise politique, les militaires ne feront pas qu'être au gouvernement. Ils vont garder un œil ouvert sur un certain nombre de choses. Donc, il est sûr qu'une parade pourra être trouvée. Maintenant, la difficulté, c'est que vous avez un chef d'état-major général des armées, avec tout ce qui va avec, la gendarmerie avec tout ce qui va avec, la police avec tout ce qui va avec. Mais si vous mettez un cabinet militaire parallèle, les informations qui remontent, qui les traitent, le cabinet militaire ou bien les officiels reconnus par le dispositif républicain. C'est ce doublon-là qu'on a eu au Burkina, avec toute la difficulté qu'on a et les dégâts également qui se sont suivis, les frustrations, et nous sommes dans une telle situation aujourd'hui en partie due à cela. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas eu de bons points engrangés par ce cabinet militaire. Mais à l'arrivée, quand on apprécie, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a un problème de sincérité et des calculs politiques et politiciens qui a biaisé au niveau du Burkina. Et bon, nous sommes dans cette situation actuellement. Je vois pour vous, ce type de dispositif, s'il survit, est-ce une menace ou une opportunité pour la transition malienne? CNSP? Oui. Bon, je crois que le CNSP, ils ont promis disparaître avec la mise en place de toutes les institutions de la République. Maintenant, bon, vous ne pouvez pas empêcher un noyau qui s'est constitué à un moment donné pour s'assumer et de ne plus se voir et de ne plus communiquer ou asseoir un genre comment dire cela, un genre de cadre non officiel d'impact. Ça, c'est pas des choses qu'on pourrait, on peut pas le savoir. Voilà. Mais c'est sûr qu'ils vont pas accepter que les choses redeviennent comme avant. Et parce qu'ils sont au gouvernement, ils vont constituer de former déjà ce noyau dur là. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est les problèmes auxquels ils devront faire face, parce qu'ils sont maintenant un gouvernement. Ils sont maintenant avec un président, un vice-président, et il y a un travail à abattre. Et il y a les Maliens qui sont sortis dans la rue, qui attendent aussi de savoir s'ils n'ont pas fait l'erreur de faire confiance à un moment donné à une junte. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Une réponse sur les questions de sécurité. Et puis, il y a l'enjeu des élections, parce qu'une transition, c'est 18 mois. 18 mois, ça passe très vite. Il faudrait qu'on ait un président élu. Donc, et que cela ne se fasse pas comme ça s'est passé dans le même pays récemment, où il y a eu beaucoup de contestations après. Et voilà. S'ils réussissent ça, on pourra parler d'autres choses. Mais en même temps, on n'a pas eu le temps de discuter aussi des premiers choix qui sont ceux de ce gouvernement et de ceux qui ont été nommés, de libérer plus de la centaine de terroristes soupçonnés ou terroristes avérés, en contrepartie de Soumaïla Cissé ou de j'oublie toujours le nom de la dame Sophie Pétronet, voilà. Pétronet. Maintenant, est-ce que le choix il est judicieux? C'est difficile de jeter un regard comme ça, parce que lorsque vous n'êtes pas parent de victimes, de personnes enlevées, vous dites des choses et vous êtes loin de ce que vivent certaines victimes, parents de victimes. Vous introduisez le dernier aspect des champs de cette audience du jour. Soumaïla Cissé, jusque-là, qui était chef de file de l'opposition, qui battait campagne donc au niveau du Mali pour la législative, donc qui a été enlevé par des groupes armés. Aujourd'hui, qui est libéré en contrepartie, dit-on, de façon non officielle, parce que le gouvernement l'a pas dit, et d'une centaine donc de djihadistes présumés. Qu'est-ce que cela vous inspire, Ben Abougouma? Oui, mais ce n'est pas caché, parce qu'Yaga Gali est sorti à travers un communiqué qui a été relayé par plusieurs médias et qui se félicite de la libération de ces combattants, de ces moudjahidines. Qui parle de Lion des Lions. Oui, qui parle de Lion des Lions et qui a été, et son message est, on ne peut plus précis. Et donc, c'est un ennemi de Dieu qui avait été effectivement enlevé. Parlant de Soumaïla Cissé, donc qui a été libéré. Donc, en même temps, ça ouvre la voie à autre chose. Donc, on prend un poids lourd. Après, il y a des centaines de combattants qui sont libérés. Donc, il appelle Lion des Lions. C'est en même temps un signal fort qui est envoyé à tous les hommes politiques de la bande sahélo-sahélienne par rapport à redoubler la vigilance
Mais comment est-ce que ces choses-là sont gérées? Mais comme l'a dit Geoffroy, c'est un membre d'une famille. Comment est-ce qu'on l'apprécie véritablement? Toujours est-il que sur la question, les uns et les autres sont divisés. Mais à partir de cette libération, par rapport à la lutte contre le terrorisme, on atteint une autre étape qu'on n'a pas encore clairement identifiée. Mais il y a une nouvelle donne aussi à prendre en compte par rapport à cette... On va revenir de façon plus approfondie sur ce sujet notamment. Merci déjà d'avoir donné un temps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe de réalisation, à la radio et à la télé. On vous retrouve demain, jeudi, pour la 4e convocation du tribunal de l'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.